Aujourd'hui, nouveau témoignage d'un membre de notre communauté. Je suis Céric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Didier Martin. Didier, c'est un auditeur de longue date puisqu'il écoutait Outils du Manager avant qu'Outils du Manager n'existe. C'est-à-dire que c'était un auditeur de Manager Tools, le podcast américain. Aujourd'hui, avec Didier, nous allons parler de l'organisation du manager. Ensuite, nous allons parler du management en lui-même. Et enfin, on va parler un petit peu du disque. Je te laisse avec Didier et je te dis à bientôt. Bonjour Didier. Bonjour Cédric. Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Très très bien. Je ne sais même pas où tu te situes géographiquement. Alors, je suis dans l'est de la France, à côté de Strasbourg. D'accord. Okay. Donc, on sort d'un épisode neigeux. On a eu droit à 25 cm ce week-end. Ah oui, ok. On est le jeudi 21 janvier, pour ceux qui écoutent, puisque ce sera en différé. Alors, peut-être que pour démarrer, ce que tu pourrais faire, c'est de te présenter, puis nous dire un petit peu ton activité professionnelle, ton parcours. Oui, très bien. Alors, j'ai 20 ans de carrière aujourd'hui, que je peux séparer en deux. J'ai fait 10 ans en tant que responsable de projet au niveau des systèmes d'information, avec une connotation internationale. Et depuis 2009, je suis responsable de service, alors pluridisciplinaire, aussi bien au niveau logistique qu'au niveau processus outils, donc amélioration. J'avais du support technique et j'ai aussi du pricing. Donc, ça me fait quelques casquettes. Alors, au fur et à mesure, il y a des choses qui ont été rajoutées, d'autres qui ont été enlevées au fur et à mesure des évolutions. Et je travaille dans une société qui fait de la protection électrique et de la mesure d'efficacité énergétique. D'accord. Et dont les salariés sont assez friands des formations outils du manager. Parce que quand j'ai vu le nom de ta boîte, je me suis rendu compte que ce nom-là, je le connaissais et qu'il y avait plusieurs élèves dans les formations qui faisaient partie de ta boîte. Alors, j'essaye de promouvoir effectivement, les podcasts, Super. les formations, puisque c'est quelque chose auquel j'adhère et j'ai connu Outils du Manager en 2009 par la version anglaise américaine qui est Manager Tools. Tout à fait, ouais. Et je suis arrivé effectivement en 2011 et ça faisait de mémoire 2 ans que tu avais commencé. Et donc j'ai rattrapé très rapidement les 2 années. Ouais, je pense qu'on a démarré avec Laurie en mars 2009. Oui, effectivement, il y avait Laurie et après tu as eu, je crois, ta sœur qui est avec toi de temps en temps. Alexia. Ouais. Et puis, plus récemment, Laurie est revenue. Exactement, c'est le podcast que j'ai écouté cette semaine. Super. Ok, bah oui, donc t'es vraiment à jour. Puisque quasiment, ouais. Bravo pour ça en tout cas. Alors, j'ai vu que tu t'étais inscrit à 6 formations du catalogue. Par contre, j'ai pas regardé si tu les avais toutes suivies, parce qu'en plus, je glisse un mot en passant. Si vous voulez voir votre progression avec la nouvelle configuration de la plateforme, il faut bien cliquer sur terminer à chaque fois que vous terminez un module. Sinon, moi, je ne vois pas si vous avez suivi ou pas les formations. Donc, je ne sais pas si tu as suivi toutes les formations. Alors, j'ai pas tout terminé. Par contre, j'ai fait la première que tu avais sortie, la partie LME, le manager essentiel. Ouais. Donc, celle-là, je l'ai terminée. Et il y a quelque chose que moi, j'aime bien, en tout cas, sur la partie formation, c'est que c'est finalement comme un livre. Donc, on peut la faire et retourner dedans plus tard en disant, tiens, ce point-là, j'ai l'impression de ne plus le maîtriser ou quelque chose qui m'échappe et on peut facilement y retourner dedans. Ouais. Donc, c'est quand même un des avantages de l'avoir en permanence et d'y accéder quand on veut et quand on peut. Ouais, c'est ce que je voulais en fait. Et puis moi, de temps en temps, alors pas sur le manager essentiel, j'en ai pas fait beaucoup, mais je fais des upgrades réguliers sur les formations. Donc voilà, c'est pas mal d'y retourner effectivement. Donc, par contre, avant de rentrer peut-être dans le concept de LME, ce que je voudrais partager avec toi, c'est l'image du max à oxygène. Ouais. Dans les avions, alors, je pense que quasiment plus personne les écoute, et j'étais le premier à pas les écouter, les consignes de sécurité. Quand ils annoncent le max à oxygène, la première chose qu'ils disent, c'est mettez le masque pour vous avant d'aider les autres. Ouais. Et je pense que cette image-là, elle s'applique très bien. En tout cas, moi, c'est une de mes leitmotifs sur le management et le manager. Ouais. Si on s'occupe pas de soi, on va pas pouvoir manager
et s'occuper de son équipe. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, le début de la formation LME, on parle du management compartimenté. En fait, parler du management compartimenté, c'est une manière de dire ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que si on a un temps qui n'est pas compartimenté, c'est-à-dire que tout se fait en même temps, eh bien, on ne distingue plus les moments où nous, on travaille seul, les moments où on travaille avec nos collaborateurs, ce qui n'est pas du management, et les moments où on fait du management. Donc, je pense que c'est ça que tu illustres avec cette image. C'est exactement ça, et je rajouterais en plus, la première chose que Outil du Manager m'a apporté, c'est la routine et l'organisation personnelle du manager. Oui. Je passais pour un manager organisé, et moi je me sentais désorganisé dans mes listes de tâches, dans ma façon de gérer mon temps. D'accord. Et finalement, ce qui me manquait, c'est cette routine du lundi, qui est la surveillance du système de management. D'accord. Et depuis que j'ai mis ça en place, ça me permet d'avoir mes listes de tâches qui sont à jour. Alors, elles ne sont pas toutes non plus en permanence à jour, hein. Mais en tout cas, j'ai un moment dans ma semaine qui va me permettre de prendre du recul, de redéfinir mes priorités, de remettre à jour mes tâches. Et c'est vraiment ce qui me manquait d'un point de vue outil quand j'ai démarré en tant que manager. Ouais, et il y a aussi peut-être un autre aspect qui est intéressant quand tu travailles avec les routines, c'est de prendre du recul par rapport à ce que tu fais et en fait de te regarder un petit peu de l'extérieur. C'est aussi ça le rôle d'une routine. C'est pas seulement de travailler de manière efficace, c'est aussi de pouvoir l'améliorer et améliorer ta manière de travailler. Oui, tout à fait. J'en parlais, j'ai fait un autre podcast aujourd'hui et on parlait des habitudes avec Katia Birac qui était mon interlocutrice. Et en fait, c'est ce que je lui disais. Je lui disais non seulement avoir la volonté de changer son habitude, ça va nous permettre de changer notre comportement, mais ça va nous obliger aussi à regarder comment on fait aujourd'hui et comment on pourrait faire demain. Donc c'est un peu plus qu'être organisé, c'est aussi avoir une vision extérieure sur notre travail, sur notre propre manière de travailler. Tout à fait. C'est la prise de recul. Ouais. Et effectivement, se rechallenger en disant, bon, ça fait maintenant quelques mois que je fonctionne comme ça. Est-ce que finalement, je n'ai pas dérivé ? Et c'est là aussi que je réutilise la formation LME en disant, tiens, cette partie-là, c'est tel chapitre de la formation. Et je vais me replonger dedans pour voir finalement, est-ce qu'il y a une dérive ? Est-ce qu'elle est positive ? Dans ce cas, je vais la garder. Puisque l'objectif aussi, c'est de se l'approprier, hein, c'est pas de faire que du copier-coller, chaque manager, je pense, a sa méthode et sa façon de fonctionner. Hein. On en reparlera peut-être un peu plus tard avec le disque ensemble. Mais en tout cas, à la base, c'est toujours intéressant de dire où est-ce que je me suis éloigné et pourquoi je m'en suis éloigné finalement. Et ça permet d'avoir un créneau dans la semaine, de dire j'ai ce créneau-là. Alors, c'est une discipline. Puisque ce créneau-là, c'est la première chose qu'on aura tendance à vouloir supprimer si jamais quelqu'un nous place une réunion. Comme j'étais qu'avec moi, c'est pas très grave. Mais finalement, c'est le moment le plus important pour moi de la semaine. C'est ce temps que je passe avec moi-même pour revoir mes routines, revoir mes listes de tâches, revoir qu'est-ce qu'il y a à faire le point aussi sur les 1 à 1, comment je me sens dans ces 1 à 1, qu'est-ce que je pourrais encore améliorer, puisque maintenant ça fait plus d'une dizaine d'années que je pratique les 1 à 1, donc il y a des choses qui s'instaurent, il y a des habitudes aussi qui se mettent dedans, qui ne sont pas forcément les bonnes, donc de temps en temps ça permet de se rechallenger sur cette partie-là. Intéressant. Donc en fait, et d'ailleurs, tu parles de routine. Là, je pense que quand tu parles de routine, tu parles de routine personnelle, d'organisation, la fameuse routine du lundi où on fait le point, etc. Mais en réalité, quand on regarde, le 1 à 1 en lui-même, c'est une routine aussi. En tout cas, c'est un rituel. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Et effectivement, lui aussi, tu peux le regarder de l'extérieur et te dire « Ah bon, là, j'ai dérapé. C'est devenu, moi, ce que j'appelle un entretien de flicage, pour résumer. Ou bien c'est devenu une session de travail. C'est plus un 1 à 1 comme c'était à l'origine. » Et en général, ça fait du bien de faire un refresh et puis de redémarrer son 1 à 1 comme il était censé être à la base avec les 3 parties, etc., etc. Oui. Alors, sur les 3 parties, la première partie, effectivement, c'est toujours le collaborateur qui commence le 1 à 1, sauf quand j'ai vraiment, moi, des messages à faire passer et que je ne souhaite pas qu'on soit pris par le temps. Donc, c'est les quelques rares cas où je commence le 1 à 1, mais autrement, c'est toujours le collaborateur. Après, j'ai mes parties à moi. La partie, effectivement, future et évolution,
elle se fait moins souvent que les deux autres parties. Bien sûr. Mais ça, c'est... Alors moi, je ferais... Alors, c'est pas comme ça qu'on est censé faire. Moi, même si j'ai quelque chose de très important et d'urgent à dire, je ne parle jamais en premier dans un 1-1 parce que je ne sais pas, en fait, avant que l'autre ait ouvert la bouche, si réellement ma priorité est réellement une priorité. Et donc, dans ce cas-là, ce que je conseille, si tu n'as pas réussi s'il y avait une autre urgence que ton collaborateur a estimée plus urgente que la tienne, puisqu'il a priorité, il peut même empiéter complètement sur ta partie, c'est-à-dire qu'il peut même prendre toute la première partie. Et dans ce cas-là, au bout d'une demi-heure, par contre, puisque c'est la durée normale de l'entretien, tu peux choisir de lui dire j'ai un truc à te dire, ou tu remets... moi, ce que je fais dans ces cas-là, ça m'est jamais arrivé, quasiment jamais arrivé. Dans ce cas-là, je remets une réunion spéciale, en fait, où je dis non, c'est pas un 1, là j'ai un truc très important à dire, j'ai pas eu l'occasion de le dire en 1, donc on va en parler, c'est obligatoire, etc., tu vois. Ouais, je vois. Alors, je vais juste un peu corriger mon mode de fonctionnement. Généralement, je demande à mon collaborateur les points qu'il souhaite aborder pendant ce 1-1. Oui. Et à partir de là, en fonction de la liste des points qu'il m'a donné, je dis écoute, j'ai un point à voir avec toi que je souhaite voir en premier. C'est ce sujet-là. Si je vois que j'ai la personne qui n'est pas réceptive, surtout si c'est un message important, si j'ai une personne qui n'est pas réceptive en face de moi, j'oublie. Ça ne servira à rien. Exactement. On peut le faire. C'est là où je voulais en venir, exactement. Et puis, il y a un 1 toutes les semaines. Si de temps en temps, tu as violé la règle, c'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est que ça n'arrive pas à chaque fois. Parce qu'autrement, ça devient plus un 1, ça devient une réunion manager-manager. C'est ça, ouais. Ça devient... c'est à sens unique. Okay. Ce qui n'est pas du tout l'objectif du 1-1, en tout cas. Est-ce que tu veux parler de la formation Le Manager Essentiel, un peu peut-être dire... ce que je demande, si ça se va, c'est ta vie avant la formation, ce qui allait pas, ce que tu voulais résoudre, parce qu'en général, quand on prend une formation, c'est qu'on a envie de changer quelque chose. Et puis ensuite, les bénéfices que tu as pu en recevoir immédiatement, puis long terme, etc. Alors, la formation, en toute honnêteté, je l'ai pris par curiosité. Parce que ça faisait quand même très longtemps que je te suivais, comme je disais tout à l'heure, sur les podcasts. Donc finalement, tout ce que tu abordes dans la formation de manager essentiel, tu l'avais déjà abordé dans les podcasts. Bien sûr. Alors, pas de façon détaillée et pas de façon directe, comme si tu avais la personne en face de toi. Donc, quand tu as sorti ta première formation, je me suis dit, ça serait peut-être bien de voir quelle est l'approche d'une formation par rapport à l'approche des podcasts. Et de vérifier finalement où j'en étais dans mon système. Donc ça m'a permis effectivement de voir que du côté 1-1, je n'avais pas formalisé forcément les trois moments dedans, mais j'avais quand même introduit auprès de l'équipe pourquoi je voulais le faire. Donc j'ai un peu restructuré pour être plus carré sur ces 3 moments, avec toujours la troisième partie qui est plus optionnelle. Donc ça m'a permis de remettre les bases en place et dernièrement, j'y suis retourné par rapport à l'outil de mesure de l'autonomie. Oui. Et dedans, et c'est quelque chose que je sentais que j'avais besoin de retravailler avec l'équipe pour les aider à être un peu plus autonomes. Alors ils le sont aujourd'hui, le 1-1 m'a permis quand même de réduire énormément les interruptions hors réunion. Ce qui est quand même un des avantages, et c'est aussi ce que tu citais dans les podcasts et que tu le dis aussi dans la formation, c'est du moment que le collaborateur sait qu'il a un moment avec son manager dans la semaine, beaucoup de questions vont attendre ce moment-là. Et on aura vraiment les réelles urgences qui vont arriver pendant la semaine. Donc, je n'interdis pas les interruptions, bien au contraire, mais elles sont vraiment nécessaires et urgentes. Et pas comme avant, dès que j'avais une question, comme je ne sais pas quand c'est que je peux voir mon manager, j'y vais tout de suite. Oui, et des deux côtés, c'est-à-dire que le manager aussi fait ça. Il se dit j'ai besoin de cette info, boum, il dérange son collaborateur. Alors que s'il sait qu'il va le voir dans 2 jours, la première question qu'on se pose quand on est un manager, quand on fait des 1-1 depuis un moment, c'est de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de le déranger ? Parce qu'on a appris aussi à les rendre autonomes, etc. Alors que je comprends ce que tu dis. Une des grandes différences, au-delà de rentrer plus dans le détail, etc., une des grandes différences entre le podcast et la formation, c'est que la formation, elle a
elle a, comme tu dis, c'est comme un livre, mais c'est surtout comme un process, c'est-à-dire qu'on démarre d'un point A et on va vers un point Z, ce qui n'est pas possible à faire dans les podcasts. Moi, je me rends malheureusement très souvent compte que les gens qui essayent d'appliquer les outils en écoutant les podcasts, non seulement ils ont une vision tronquée, mais en plus, ils font pas ça dans l'ordre. Et donc, par exemple, typiquement, ils essayent de générer de l'autonomie alors qu'ils en sont même pas au 1 à 1. Et ce qu'on voit dans la formation Le Manager Essentiel, c'est que le 1 à 1, il se transforme au fur et à mesure de l'évolution de la relation. Au début, c'est un 1 à 1 pour créer de la confiance, mais petit à petit, il évolue. Ce qui est impossible à faire passer via les podcasts. Oui, alors moi j'ai peut-être une petite différence, hein, c'est comme j'ai pris au titre du manager très tôt à la création, Oui. Finalement je retrouvais quand même la progression qu'on retrouve dans la formation LME. Alors moins poussée, et je comprends tout à fait que quelqu'un qui rejoint Outils du Manager aujourd'hui, avec je ne sais pas combien de podcasts t'en es, je trouvais presque 250 je pense. Alors, en fait, plus parce qu'au départ, par exemple, on considérait 3 épisodes comme un podcast. Donc je sais pas, on doit être à 300, je sais pas exactement. Ouais. Donc c'est vrai que là, ça devient une jungle pour trouver son chemin et l'ordre dans lequel il faut les prendre. Donc je trouve qu'effectivement, là, la formation, effectivement, t'envoie sur un processus étape par étape de transformation. L'avantage aussi de la formation, c'est que si une étape prend un peu plus de temps, bah, t'es pas coincé. T'es pas obligé de dire, bah, demain matin, je suis obligé de passer à la suite parce qu'autrement, je vais louper le prochain épisode. Oui. Tu l'arrêtes, tu la redémarres quand t'en as besoin. Et puis tu mesures au fur et à mesure ta progression quand même. Oui. Ok. Au niveau des bénéfices, c'est-à-dire, donc tu avais pris la formation un peu par curiosité, ce qui est marrant. Et du coup, donc tu m'as parlé de l'autonomie. Est-ce qu'il y a d'autres choses en fait qui... Il y a toute la partie feedback aussi, qui est où on a tendance à pas le faire sous forme de... En tout cas, moi, j'avais tendance à pas le faire sous forme de procédure et de process. Et l'approche qui est dans la formation, qui doit décrire le contexte, les impacts et le changement de comportement attendu, je trouve ça d'une efficacité redoutable. Que ça soit pour un feedback positif ou un feedback d'amélioration. Tout à fait. Parce que finalement, les feedbacks positifs, on a tendance un peu à les faire, en tout cas moi j'ai tendance un peu à les faire rapidement, en disant comme c'est du positif, bah, c'est pas besoin de le préparer, ça va passer tout seul. Le feedback d'amélioration, je prenais plus de temps, puisqu'il faut quand même que le message passe, il ne faut pas non plus que ça soit agressif, il faut que ça soit compris à sa juste valeur. Mais finalement, le feedback bon, entre guillemets, celui-là aussi a son importance, et s'il est bien fait, ça a un impact x10 sur la personne. C'est même celui qu'il faut faire en premier et qu'il faut même faire en priorité si on en a 2 à faire. Alors, je ne suis pas forcément, moi, de la méthode sandwich, si j'ai un feedback à faire, ah non, pas du tout. Négatif, lequel je vais prendre en premier, je ne sais pas. Je pense que ça dépendra du contexte de la personne et ça sera plus par importance. Oui, pas de sandwich, hein, ça on est d'accord. C'est-à-dire, l'histoire, c'est pas de faire 2 feedbacks en même temps. Ça marche pas, ça c'est clair. Par contre, quand tu hésites, c'est-à-dire que quand tu n'arrives pas à déterminer une priorité entre le feedback positif et négatif, ça peut arriver, bah, tu prends le positif. Parce que c'est celui... Et d'ailleurs, le positif, c'est pas toujours le plus facile à faire. Hein. C'est le moins naturel, je dirais, aujourd'hui. On aura plutôt tendance à trouver des choses qui ne vont pas que de trouver... alors, on verra les choses qui vont, mais on ne s'arrêtera pas dessus. Et c'est ça qui est vraiment important, de se dire, OK, j'ai des feedbacks à faire. Alors, je ne suis pas rentré encore dans le système, je ne sais plus dans quel podcast tu disais, tu avais rencontré quelqu'un qui travaillait dans une société... Alors, je ne sais plus si c'était fabrication de bouchons ou de bouteilles. Oui, il travaillait. Et lui, il mettait les capsules dans une poche droite, et quand il était à la fin de la journée, il fallait que tout soit dans la poche gauche en fonction des feedbacks qu'il devait faire. C'est ça, il travaillait dans la distribution de boissons. Donc, j'en suis pas encore arrivé là. Je n'ai pas cette discipline pour dire que c'est 5 par jour qu'il faut faire. Mais c'est vrai que je me force. Alors, non, ça devient naturel. Je pense que c'est important de faire des feedbacks. Alors, c'est surtout pendant les 1-1, mais que ça soit positif ou que ça soit d'amélioration. Tout à fait. C'est l'outil le moins naturel au départ.
On n'est pas habitué à ça, surtout dans notre culture, et c'est un des plus puissants. Donc il faut faire l'effort. Et ce qu'on a essayé de faire dans la formation, c'est vraiment de faciliter le passage à l'action avec une préparation, etc. etc. Et c'est marrant parce que le module dont tu parles, qui parle du feedback, c'est celui où j'ai le plus de commentaires et de commentaires positifs. C'est-à-dire, en général, les gens mettent une note, mais ils ne commentent pas. Là, j'ai la note qui est en général maximale. Et surtout, c'est comme une révélation pour beaucoup de gens. Et ce que j'aime bien aussi, c'est la partie exemple qui est quand même... Alors, certains vont peut-être dire bateau, mais je trouve, moi, simple à comprendre et simple à transposer sur d'autres situations. Oui, tout à fait. On ne rentre pas dans des cas avec des si, alors, faut peut-être faire ça. Non, c'est un point, un comportement, une amélioration qui est attendue, enfin un impact et un comportement à améliorer ou à continuer. Et je trouve que cette simplicité-là fait sa force, en fait, aujourd'hui. Et alors, si tu devais dire, alors le feedback, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, fondamentalement? Quelque chose que tu n'avais pas avant et qu'aujourd'hui, tu as avec le feedback? Finalement, ça a simplifié ma relation avec mes collaborateurs. D'accord. Parce qu'il y a certains moments, tu vas essayer de tourner les choses, dire comment je vais le dire, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas tu te sens pas à l'aise. Ouais. Finalement, tu te rattaches sur le processus et tu appliques le process. Et aujourd'hui, depuis que je pratique, j'ai jamais regretté d'avoir fait un feedback à quelqu'un. Impeccable, super. J'ai eu des moments de stress avant de faire le feedback, en disant que ça va pas être simple, je risque d'avoir une réaction épidermique, comment je vais la gérer. Et finalement, ça s'est toujours bien passé. Parce que finalement, c'est peut-être le fait d'être factuel, d'être clair, qui met la personne face au feedback, pas en position d'inconfort et ne se sent pas agressée. C'est ça le plus important. Parce que une personne pour moi en tout cas, une personne qui se sent agressée va forcément se fermer, va se mettre en protection. Et c'est de la protection, donc le comportement il est plus forcément rationnel. Oui, c'est d'Archimède. Plus tu pousses, plus ça résiste. Voilà. Et donc ça marchera pas. Et ce que j'aime bien, c'est la philosophie qui est derrière. C'est si le message n'est pas passé, c'est pas grave. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de lire un livre, je sais pas si tu le connais, qui s'appelle Foutez-vous la paix. Non, je crois que celui-là. Commencez à vivre. D'accord. C'est assez intéressant comme principe et ça rejoint un tout petit peu à la fin de tes conseils sur les feedbacks, de dire mais s'il n'est pas passé, c'est pas grave. Si jamais ça se reproduit, on refera le même feedback. Et au bout d'un moment, il y aura peut-être une autre action à prendre, mais on n'a pas appris à marcher en un jour, donc il faut y aller petit pas par petit pas. Et je pense que c'est cette notion-là aussi de petit pas et de ne pas attendre qu'une situation devienne soit très conflictuelle, soit très compliquée, de permettre de désamorcer en amont, bien le plus tôt possible. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est vrai dans le management en général. C'est-à-dire que le management, c'est les Américains qui disent ça, c'est comme le mouvement des plaques tectoniques. Ça bouge. Il faut faire bouger les choses progressivement, mais à la fin, on a déplacé des montagnes. Et c'est un peu le principe de chacun des outils dont on parle. C'est ce que j'utilisais, moi, en méthode de projet. C'était de décomposer les tâches de façon le plus simple et quitte à tenir dans une demi-journée. Puisque c'était super facile de savoir si on était en retard ou pas. La tâche était faite dans la demi-journée, c'était fait. Elle n'est pas faite, on est en retard. Et c'est comme ça aussi que la formation est construite, c'est-à-dire on ne te fait pas franchir on ne te fait pas gravir des montagnes d'un seul coup. C'est très progressif et c'est une chose à la fois et dans l'ordre. Oui, et ce que tu disais tout à l'heure du processus, le 1-1, où la base, c'est la confiance mutuelle, manager-managé. Sans cette partie-là, on n'attaque pas les feedbacks de la même façon. On ne va pas attaquer la délégation non plus de la même façon. Non. Et encore moins la dernière étape, qui est la partie pré-coaching de la personne. Donc, alors, il y a des personnes qui vont, avec certains collaborateurs avec qui je vais beaucoup plus vite sur certaines étapes, puisqu'il y a des choses qui se font naturellement plus rapidement, mais d'autres, je prends beaucoup plus de temps. Il y a d'autres que je reviens encore au basique de recréer de la confiance si j'ai l'impression qu'elle est en train de se perdre, ou en tout cas s'essouffler.
Est-ce que, quand tu as fait la formation, moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu savoir ce que ça a transformé aussi dans ta vie, soit dans tes performances, soit dans ta vie perso, soit dans ta vie professionnelle, mais ta vie à toi, ou peut-être de la perception qu'on a de toi. Je me suis jamais posé la question si ça avait changé ma perception de moi. Alors, je demande régulièrement des feedbacks à mes collaborateurs, puisque comme j'en donne, j'accepte d'en recevoir. Ouais. Même si dans un de tes podcasts, tu dis que c'est pas forcément l'outil qu'il faut utiliser pour faire un feedback à ton chef. Non, mais en mais tout cas, toi, en moi, tant je que les manager, autorise. Ouais. toi, tu autorises tes collaborateurs à te faire un Voilà. feedback, c'est ça? Tout à fait, ouais. Tout à fait. Je les autorise sans aucun problème. Et au contraire, je leur demande de m'alimenter, puisque par moment, on est tous humains. On peut avoir des comportements qui peuvent être plus ou moins adaptés à la situation. Et c'est toujours intéressant d'avoir un de ses collaborateurs qui est capable de nous dire sur ce coup-là, j'ai pas trop bien compris pourquoi tu as réagi comme ça. Voilà comment moi je prends le message que je viens de recevoir. Alors soit, effectivement, je conçois tout simplement que c'était dur à recevoir, mais c'est exactement la forme que je voulais utiliser. Ou soit, merci de me l'avoir fait parce que c'était pas du tout de cette façon-là que le message devait être perçu. Ouais. C'est assez intéressant dans les deux sens. Donc, j'ai gagné en disponibilité. Ça s'est senti aussi au niveau de mon équipe. Je suis beaucoup en déplacement. Avant toute cette période de Covid, je passais plus de 30 à 40% de mon temps à l'étranger. Ouais. Donc ça me permettait aussi, grâce au 1 à 1, grâce aux routines qui étaient en place, de garder ces moments avec mes collaborateurs. Même si j'étais à l'autre bout du monde, je prenais le temps, là par contre je me permettais de les replanifier, puisque les horaires n'étaient pas forcément adaptés dans les créneaux horaires que je me trouvais à l'étranger. Mais j'essayais de garder le 1 à 1 avec mes collaborateurs, même en déplacement. Alors, je ne l'ai jamais fait pendant les congés. J'avais entendu dire que certains le faisaient. J'en parlais dans certains podcasts. Les congés, ça reste des congés. Donc, voilà. Alors, petite parenthèse, tu avais fait de mémoire un podcast aussi sur le départ en vacances et le traitement des mails. On en avait échangé rapidement où j'avais effectivement coupé complètement ma lecture de mails pendant 15 jours. Et le résultat était assez impressionnant puisqu'à un moment donné, je passais 1 heure par jour à traiter mes mails pendant mes congés. Et là, je l'avais pas fait sur 15 jours et retour, j'avais mis 6 heures et j'avais traité tous mes mails en 6 heures. Donc aussi un gain de temps énorme. Tu avais une routine pour le faire. Et donc, une disponibilité après pour repartir avec mes collaborateurs. Donc, premier effet positif, c'est la disponibilité, c'est ce que tu as dit vis-à-vis de tes collaborateurs, qui a été ressenti par tes collaborateurs. Et deuxième effet aussi, c'est de ne pas perdre le contact quand tu es en déplacement et du coup de ne pas arrêter le management de tes collaborateurs parce que tu es en déplacement. Parce que c'est assez typique de quelqu'un qui se déplace beaucoup, c'est qu'il n'arrive pas à manager ses équipes sur place en général. Voilà. Alors aujourd'hui, je manage le plus gros de mon équipe et autour de moi, mais j'ai des collaborateurs qui sont aussi en home office avant la période de Covid. Et j'avais, il y a quelques années, des collaborateurs qui étaient sur Paris et des collaborateurs qui étaient en Italie. Donc j'avais déjà cette notion de management à distance que j'avais instaurée par mes déplacements et aussi par la situation géographique de mon équipe. Ok. Donc, disponibilité. Ensuite, est-ce que tu as d'autres bénéfices auxquels tu penses ? Il y a un outil qu'on n'a pas encore parlé, qui est le disque, qui a permis d'améliorer ma communication vis-à-vis de mes équipes et de comprendre l'importance finalement d'adapter sa communication à son interlocuteur. C'est clair. On a souvent, en tout cas, j'avais peut-être le réflexe inconscient de dire je passe mon message dans ma forme à moi, il n'a qu'à le comprendre. Et finalement, si on veut être efficace aussi dans notre communication, c'est je m'adapte à la personne que j'ai en face pour qu'il puisse, dans son vocabulaire, alors vocabulaire au sens large, donc ça va dans la forme et dans le vocabulaire, comprendre mon message. Parce que le plus important, finalement, c'est pas d'avoir donné son message, c'est que le récepteur, donc le collaborateur, ait compris le message qu'on souhaite lui envoyer. Exactement. En fait, tu as résumé très très bien la chose, c'est que ce qui compte, c'est pas de pousser son message,
Ce qui compte, c'est que notre message soit reçu. Et c'est pas une histoire d'autorité ou pas d'autorité, où j'ai envie de faire l'effort ou pas l'effort, et j'ai pas à faire l'effort parce que je suis le patron et que lui, machin. C'est juste une question d'efficacité. C'est que si tu persistes à communiquer à ta manière et qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui comprend pas ta manière de communiquer, c'est pas parce que tu cries plus fort qu'il va mieux te comprendre. C'est comme si tu disais à un Anglais, parle plus, enfin, comme si tu comprenais pas ce qu'un Anglais te disait et il se mettait à crier plus fort. C'est pas que tu l'entends pas, c'est que tu le comprends pas. C'est pas la même chose. Tout à fait vrai. Et je pense qu'effectivement, le fait de se connaître permet indirectement de connaître les autres, puisque quand on fait l'exercice du disque, on découvre les 4 profils. Hein. Bien sûr. Donc c'est intéressant de voir quels sont les profils. Et ce que j'avais bien aimé, c'était les différents podcasts que tu avais fait autour du disque. Alors, j'ai pas pris la formation sur le disque, parce que j'avais fait le test avant que tu la sortes. Mais tu avais fait des podcasts assez détaillés avec des exemples pour le même message en fonction des 4 profils. Tout à fait. Parce que alors je saute un peu du coq à l'âne, j'en suis un peu désolé. C'est ce côté concret que je retrouve dans les podcasts, que je retrouve dans les formations, qui m'intéresse dans Outils du Manager. C'est que c'est pas de la théorie. Il y a une partie théorie, mais c'est pas le plus important. C'est concrètement qu'est-ce qui se passe derrière. Et les exemples qui sont amenés, en tout cas moi dans mon mode de fonctionnement, font tilt immédiatement en disant ok, ça je comprends. Ah oui, je comprends l'écart entre les deux formes. Et finalement, pourquoi un message peut passer pour tel profil et pas pour l'autre. Alors après, il y a quelque chose que tu peux faire, c'est-à-dire une fois que tu te connais bien toi-même, le service que tu peux faire à tes collaborateurs, c'est de leur expliquer comment tu fonctionnes. Ça, c'est assez différent de dire « Non, mais je fais aucun effort de communication, je communique comme je communique, je m'en fous, c'est à eux de comprendre, etc. » Tu as le droit aussi, en tant que manager, de dire « Regardez, moi, je ne sais pas quel est ton profil. » Je suis C et D. D'accord. Donc C et D, c'est-à-dire quelqu'un d'assez avec quand même une notion. Il faut obtenir des résultats. Il faut s'arracher pour réussir. On fait pas d'omelette sans casser deux, etc. Mais aussi une notion C consciencieux, c'est-à-dire souci du détail. Oui, il faut délivrer à temps, mais il faut que ce soit précis. Et donc quelqu'un d'assez exigeant comme profil C et D. À ce qui paraît, ouais. C'est ce que me retourne mon équipe. Oui, certes. Donc, oui. D'ailleurs, de toute façon, ton profil, tu as 2 manières de le connaître, c'est de passer le test. La deuxième manière, c'est d'écouter tes collaborateurs, s'ils ont envie de te le dire. Si tu as les bons outils, tu vas vite comprendre quel est ton profil. Et d'ailleurs, c'est le profil perçu qui compte, c'est la manière dont tu es perçu. Et en tout cas, tu vois, par exemple, toi, le service que tu peux rendre à tes collaborateurs, au-delà du fait de t'adapter à leur profil pour mieux communiquer, avant ça peut être aussi dire, regardez, moi je raisonne comme ça, moi je suis quelqu'un qui raisonne comme ça, vous voyez. Et donc par exemple, quand tu viens me voir, toi qui es profil I, c'est-à-dire quelqu'un qui parle beaucoup avec des anecdotes, qui donne des détails, qui parle beaucoup de ses sentiments, etc., moi ça ne me parle pas du tout, parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Et donc en donnant les clés de comment communiquer avec toi, tu fais déjà un premier effort. C'est ce que j'explique dans le petit livret qu'on peut télécharger sur le site, qui est gratuit, et qui s'appelle « Le mode d'emploi des autres », où je dis, avant déjà de comprendre comment fonctionnent les autres, il faut déjà que vous compreniez, vous, comment vous fonctionnez, pour voir qu'il y a une différence, c'est ce que tu viens de dire, mais aussi pour que vous soyez capable de donner votre propre mode d'emploi. Par exemple, moi, je suis pas très C, et donc, quand on commence à venir me voir en m'expliquant tout le raisonnement avant de me dire la conclusion, je m'impatiente rapidement. Donc, mes collaborateurs, ils savent que quand ils viennent me voir, la première chose qu'ils doivent faire, c'est me dire la conclusion de leur étude, pas le déroulé de leur étude. Puis ensuite, on peut rentrer dans le détail, tu vois. Et en faisant ça, c'est pas que je ne prends pas en compte leur profil, mais je leur montre quel est mon profil. C'est-à-dire que je leur donne une clé, je leur donne mon mode d'emploi. Tu vois, ça peut commencer par ça. C'est ce que j'ai fait avec l'équipe. C'est leur expliquer effectivement mon mode de fonctionnement naturel, je dirais. Puisqu'après, on peut s'adapter aussi, il n'y a aucun problème. Mais en période de surcharge, de stress, voilà mon comportement qui va être naturel. Donc, si jamais à un moment donné, vous voyez que ça va trop vite, c'est trop direct,
à vous aussi de dire attention, stop, à un moment donné. Donc sachez que moi, je fonctionne naturellement comme ça, donc j'aurai pas de problème pour que quelqu'un vienne avec le même mode de fonctionnement. Maintenant, si jamais il y a 3 personnes autour d'une table, 2 de profil direct et une autre de plus I ou plus S, cette personne-là dit aussi, et les 2 là qui sont D, on se calme un tout petit peu parce que moi j'ai besoin d'accrocher les wagons avec vous et arrêter de partir à 200 km/h. Donc non, ça je l'ai fait l'exercice et ça s'est bien passé. J'essaie d'être en transparence sur mon mode de fonctionnement. Ça permet d'éviter aussi les incompréhensions et peut-être les non-dits qu'il pourrait y avoir derrière après. Tout à fait. Puisque tu le décris très bien dans un podcast, hein, le plus beau cadeau que la société fait en nommant quelqu'un manager, hein, c'est lui mettre des barrettes, mais c'est le plus dangereux. Ouais, j'appelle ça le cadeau empoisonné en fait. Exactement. Et ça nous laisserait croire que parce qu'on a le pouvoir, on a l'autorité, alors on a tous les droits et c'est ce pouvoir qu'il faut utiliser. Alors que justement, ce cadeau, il ne faut pas le prendre. Voilà. Et de toute façon, qu'on ait envie de le prendre ou pas, quand on dit quelque chose à quelqu'un, c'est toujours « c'est mon manager qui vient de parler ». Bien sûr. Et c'est une étiquette, hein. On ne pourra l'ôter le jour où on ne sera plus manager. Mais tant qu'on reste manager de la personne, même si on dit « ok, on travaille ensemble », et c'est très compliqué de dire « je souhaite que mes idées et que mes arguments soient au même niveau que les autres ». À un moment donné, il y a toujours « ouais, mais c'est mon chef qui vient de me le dire ». Est-ce que, alors on est en 1-1, je peux aller à la rigueur discuter et montrer que je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a une dizaine d'autres personnes autour de la table qui ne sont pas de son équipe. Est-ce que je peux montrer que je ne suis pas forcément en phase ? C'est pas forcément toujours simple de dire ok, mais c'est quand même mon manager qui vient de parler. Et même si la personne en face dit non, mais tu peux très bien, puisque c'est une discussion ouverte, on est 12 autour de la table, c'est pas toi et moi plus les 10 autres, c'est 12 personnes au même niveau et on discute et on échange nos idées. C'est faux. Ça n'est pas 12 personnes au même niveau de toute façon. D'ailleurs, faites attention, je profite de passer le message, parce que j'ai déjà eu la question. Qu'est-ce qu'il faut faire quand notre boss nous dit « Non, mais parle-moi comme un copain, parle-moi, vas-y, dis-moi tout, etc. » Eh bien, il ne faut surtout pas le faire. Ça, c'est un conseil que je vous donne, parce que c'est votre boss. Donc, à un boss, on parle comme à un boss, pas comme à un copain, même s'il vous dit de parler autrement. Moi, je vous conseille de ne pas le faire parce que il a beau dire... Et d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire quand tu as dit que tu faisais du feedback 360, c'est-à-dire tu demandes à tes collaborateurs de te faire du feedback. Quand on fait ça, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on soit prêt à se remettre en question et de manière assez profonde. Donc moi, ce n'est pas forcément quelque chose que je vais demander à mes collaborateurs si je ne suis pas prêt à revenir sur certaines choses. Donc, effectivement, dans l'entreprise, il y a 3 pouvoirs. Et le premier pouvoir, c'est le pouvoir hiérarchique. Tu ne peux pas l'effacer. Tu dois t'efforcer de l'utiliser le moins possible. Mais quand ton collaborateur est en face de toi, il voit son chef. Il ne voit pas son pote. Et c'est bien. C'est le principe de fonctionnement d'une entreprise. Est-ce que tu connais les profils 10 de tous tes collaborateurs ? Alors, pas tous dans le détail, mais je n'en suis pas trop loin aujourd'hui. D'accord. En fait, tu vois, la formation DISC, elle permet ça, par exemple, de savoir très rapidement, quand tu as un groupe en face de toi, de pouvoir repérer assez facilement, dire, lui, il est plutôt comme ça. Et puis, elle te fait faire des tests. C'est-à-dire sans faire passer le test à ton collaborateur, en lui posant certaines questions, en regardant comment il réagit dans certaines situations, de le cerner assez rapidement, et du coup de pouvoir faire par exemple la cartographie de ton équipe, te dire tiens, mon équipe elle est par exemple très déséquilibrée sur tel profil, etc., etc. Tu vois, c'est des choses. Mais je suis d'accord avec toi, la première chose à faire par rapport au disque, c'est soi-même de passer un disque pour comprendre comment nous on fonctionne. C'est exactement pour boucler avec ce que tu disais à propos de l'oxygène. Je vais d'abord regarder moi comment je fonctionne et essayer de comprendre comment je fonctionne. Et ensuite, je regarderai comment fonctionnent les autres. Et du coup, je comprendrai les possibles frictions qu'il y a entre nous. C'est la même chose que pour les routines. Moi, j'ai appliqué les routines sur moi, sur mon management, sur ma façon de travailler. Et là, récemment, afin d'aider certains de mes collaborateurs à être moins sous l'eau, on a commencé à aussi ritualiser des phases de la semaine pour qu'ils puissent se concentrer sur certains projets. Bien sûr. Il y a des collaborateurs qui ont 4-5 projets en même temps. Et je leur ai dit, à un moment donné, si vous faites les 4-5
sans que pouvoir vous concentrer en disant cet après-midi, je travaille sur ce projet-là et je mets mon cerveau sur ce projet-là, il va y avoir des interférences, ça va être compliqué. Vous allez vous arrêter, vous allez reprendre, donc perdre du temps. Et depuis qu'on a mis ça en place, ça fait à peu près 2 mois maintenant, ça a permis d'apaiser la situation. Alors, ça n'a pas réduit la charge, il y a toujours des semaines compliquées, mais ils arrivent plus facilement à se focaliser et à être concentrés sur le projet en question. Et c'est quelque chose que, indirectement, j'ai pris de la partie routine d'outil manager, que j'ai transposé pour aider mes collaborateurs aussi à s'organiser. Oui, c'est intéressant. Et ceux en tout cas qui sont en mode projet, je leur ai demandé de mettre en place une routine de fin de semaine, ou de début de semaine, ils ont eu le choix, soit le vendredi, de façon à ce qu'ils puissent faire le point sur ce qui s'est passé dans la semaine, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire la semaine prochaine, est-ce qu'ils ont l'ensemble des données pour pouvoir les faire, et quelles sont les priorités. Il y a un outil que je commence à mettre en œuvre qui met un peu plus de temps à prendre, c'est les plans 90-30 et à la semaine. Oui, de la formation management par objectif. Oui. Alors, je l'ai un tout petit peu dérivé parce que sur 3 mois, c'est pas une stratégie ce que j'ai à mon niveau, mais je l'applique dans les projets. Oui. C'est quel est l'objectif qu'on a à 3 mois, comment on le dérive dans le mois et comment je le dérive dans la semaine. L'articulation en 3 aussi, c'est pour être certain de ne pas remettre en question ses objectifs au moindre obstacle. Quand tu as compris que tu as 3 niveaux et que là actuellement tu es au niveau semaine, c'est-à-dire quasi-exécution, etc., c'est pas du tout le moment de dire oui, mais si on mettait en question les objectifs, non, ça tu le fais tous les 3 mois, sinon tu vas nulle part en fait. C'est ça le principe. Exactement ça, et ça permet aussi aux gens, quand ils reçoivent une sollicitation, ils se disent non, je peux pas le faire parce que ça ne me permettra pas d'arriver là où j'ai besoin d'arriver dans 3 mois. C'est ça. Et donc, écoute, je le mettrai après, je verrai comment je le fais, mais pour l'instant, ma ligne directrice. Et 3 mois, je trouve que c'est un temps assez court et qui permet vraiment de se concentrer dessus. Ça serait 6 mois, 1 an, ça tient pas. Mais 3 mois, c'est une bonne fraction de l'année, en fait. Ouais, 3 mois, en fait, ça a pas mal d'avantages. Effectivement, c'est ce que tu dis, ça permet de se concentrer. Ça permet de prendre peu d'objectifs à la fois et de les prendre successivement, plutôt que de se dire je mets tous mes objectifs en début d'année, donc là il y a un problème de choix qui est compliqué. Et puis 3 mois, ça permet aussi de se réadapter, c'est-à-dire de voir que notre objectif n'est pas bon. Et au bout de 3 mois, de s'autoriser à le remettre en question. Mais pas trop vite. Si on le remet en question toutes les semaines, on va se planter. Alors que si on le remet en question tous les 3 mois, on aura eu le temps de tester et on pourra effectivement, avec du recul, se dire on ne l'aura pas cet objectif, il n'est pas atteignable, on s'est trompé, etc. Et sur l'autre partie de mon équipe qui est beaucoup plus dans l'opérationnel, j'ai mis en place une routine de fin de journée où ils ont une demi-heure où ils vont terminer leur journée. Donc c'est une partie traitement de commande, facturation. D'accord. Pour la partie pièces détachées après-vente. Donc avec quand même une forte demande et forte attente des clients, puisque de temps en temps, c'est pour répondre à des pannes, donc il y a quand même de l'urgence client qui est derrière. Et vous prenez une demi-heure avant l'heure, vous avez prévu de partir, donc vous définissez le matin à quelle heure vous partez, moins d'une demi-heure, vous arrêtez et vous rentrez pour clôturer votre journée. Donc relancer les dossiers qui n'auraient pas eu le temps d'être relancés, terminer ce qui devait être terminé et vous partez l'esprit tranquille. Ouais, et ça a permis de gagner en efficacité et en sérénité, alors qu'on pourrait dire on ôte une demi-heure de la journée et finalement cette demi-heure-là, c'est un peu comme le 1-1. C'est un investissement. Ils savent qu'ils ont une demi-heure pour pouvoir terminer ce qu'ils n'auront pas terminé ou ce qu'ils auront loupé dans la journée. Très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais évoquer ? J'ai vu que tu m'avais dit, quand on a préparé, tu m'as dit j'aimerais bien parler du droit à l'erreur. Ah oui, le droit à l'erreur sur le management. Ouais. Ça revient sur un des messages qui aujourd'hui, manager, c'est un métier. Donc ça s'apprend. Ouais. Et quand on apprend un métier technique, la personne a le droit à l'erreur. Elle fait une erreur, elle se corrige. Et aujourd'hui, dans le management, le droit à l'erreur est très compliqué. Ouais. Et beaucoup moins accepté. Alors qu'on est en phase d'apprentissage aussi. C'est un apprentissage permanent. Un manager, en tout cas c'est ma vision, ça pourra peut-être faire des commentaires sur le forum, mais un manager qui n'évolue pas tous les jours, au bout d'un moment il s'endort et il ne sera plus au niveau. Et le fait de pouvoir évoluer, ça veut dire aussi qu'on peut de temps en temps faire des erreurs de communication,
alors des erreurs de management, et on se corrige et on réapprend de nos erreurs. Et c'est quelque chose pour moi aujourd'hui qui est très compliqué à ce que ça soit accepté et que ça soit pas finalement mal vu. C'est il y a une erreur qui a été faite. Finalement, c'est bon, il est catalogué, la personne est cataloguée derrière. C'est ça, ouais, tout à fait. On parlait dans un podcast là-dessus que généralement, le manager, il a 30 secondes pour que son collaborateur décide s'il est un bon manager ou un mauvais manager. C'est ça, et on l'a tous fait, hein. On a tous cette tendance, la première fois que notre boss rentre dans la pièce, à le juger en 3 minutes, en se disant lui il est bon ou lui il est pas bon, ce qui est terrible. Il n'y a aucun métier où on juge les gens de cette manière-là, surtout les gens qui débutent. C'est-à-dire que c'est sûr que quelqu'un qui commence à être manager, il démarre de bas, comme un vendeur. On ne s'attend pas à ce qu'il vende à sa première visite. On sait qu'il aura besoin de 6 mois, peut-être, pour se mettre à niveau. Et en management, je suis d'accord avec toi, c'est comme on a cette croyance que le management est inné, quelqu'un qui n'est pas très bon en management maintenant, on se dit sera jamais bon. On n'a absolument pas la notion de courbe d'apprentissage comme on l'a dans tous les autres métiers, ce qui est complètement stupide. Et là, tu utilises souvent dans la courbe d'apprentissage la courbe en queue de cochon. Ouais. Et sur le management, c'est pareil. À un moment donné, on va un peu rentrer, alors pas dans une routine et une lassitude, mais on rentre effectivement dans des habitudes. Ça s'effrite tout doucement. Et si on ne permet pas à un moment donné de dire, va falloir que je rebondisse. Alors ça peut être par des lectures, des podcasts, des formations, du coaching, mais on rebondit et on s'améliore. Mais s'il n'y a pas cette phase de décroissance, on ne sera jamais sur une phase d'apprentissage complètement linéaire. Bien sûr. Alors ça se peut, mais en tout cas, moi, j'ai pas réussi jusqu'à ce jour. En fait, c'est aussi une des grandes différences entre un podcast et la formation LME, le manager essentiel dont tu parlais, et toutes les formations, c'est que là aussi, on prend en compte la courbe d'apprentissage. Le danger avec les podcasts, vraiment, ce que j'ai vu souvent, et ça m'embête, c'est que, par exemple, quelqu'un tombe sur le podcast sur la délégation, puis il se dit, demain, je vais déléguer. S'il n'a pas mis les bases, s'il n'a pas tout mis, ça ne marchera pas. Donc, il va rentrer dans une phase de régression, ça va être pire que mieux. Et puis, ça va aussi... Il y a un deuxième aspect par rapport au droit à l'erreur en management, c'est qu'en plus, on travaille sur de la matière humaine. C'est-à-dire que quand tu t'es trompé une fois, les gens s'en souviennent. Surtout tes collaborateurs. C'est-à-dire que quand tu as essayé de déléguer quelque chose, que ça n'a pas marché, alors ton collaborateur ne va pas forcément t'en vouloir, peut-être qu'il va s'en vouloir à lui-même, mais en tout cas, l'expérience de la délégation ratée, elle reste ancrée en lui. Et donc, ça va être très dur la prochaine fois, même avec une méthode, de réussir ta délégation. Il va falloir que tu reprennes au niveau de la confiance, etc. Et c'est pour ça qu'une formation, c'est progressif. On part d'un point A, on va à un point Z, et surtout, on ne brûle pas les étapes. Et une fois qu'on a fait le circuit, comme tu dis, après, on peut revenir en se disant il y a des trucs qui se sont moins bien passés que d'autres, donc je vais retravailler ça, etc. C'est un travail beaucoup plus en profondeur. Alors, j'ai découvert récemment, il y a quand même un métier où le droit à l'erreur est très compliqué. Ah bon? C'est le métier d'agriculteur. Ouais. Parce qu'un agriculteur, aujourd'hui, alors sur une carrière de 40 ans, finalement, il a 40 récoltes. Donc, s'il fait une erreur sur une récolte, c'est une année de revenus qui s'en va. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, quand on va demander à un agriculteur, tiens, on pourrait tester telle semence ou tel process, on va dire, il faut que ça marche parce que derrière, autrement, je n'ai pas de revenus. Donc, le droit à l'erreur est quand même compliqué, en tout cas, dans ce métier-là. Tout à fait. Alors, il faut qu'il fasse des tests sur des petits morceaux de son territoire. C'est exactement ça. Mais en tout cas, faire un test à grande échelle, non. Il faut vraiment être sûr que ça marche parce que c'est son revenu quand même de l'année qui... Donc on vient de trouver le métier qui est plus difficile que le métier de manager. Voilà. En tout cas, où le droit à l'erreur est moins permis que dans le management. En tout cas sur les conséquences qu'il peut y avoir derrière. Bon, après, attention, le droit à l'erreur, moi c'est toujours pareil. En fait, on apprend en corrigeant ses erreurs. C'est ce que je dis souvent et c'est ce que je pense qu'il faut appliquer avec nos collaborateurs. Dire tu as le droit à l'erreur, ça ne veut pas dire grand-chose. Dire tu as le droit de te tromper 2 fois, mais la 3e, ce ne sera pas bien, c'est aussi stupide, parce que ça nous arrive, même à nous, de se tromper plusieurs fois. Par contre, dire tu as le droit à l'erreur, parce qu'en fait, c'est en corrigeant tes erreurs que tu vas apprendre, ça dit tout. C'est-à-dire que ça accepte le fait que pour apprendre, il faille faire des erreurs, mais ça engage aussi sur le fait que quand on fait une erreur, on la corrige soi-même. On la cache pas, on la repousse pas sur les autres, etc.
Et dans ce processus, c'est comme ça qu'on va apprendre. Pour moi, c'est la plus belle formule. Oui, je suis tout à fait en phase, et c'est pour ça que pour moi, être manager, c'est d'être en apprentissage permanent. Et c'est aussi pour ça que j'accepte et que j'ai toujours demandé, moi, à mes équipes, de me faire du feedback. Parce que c'est une source, en tout cas de mon point de vue, c'est une source importante d'informations et qu'ils puissent se donner la liberté de faire des retours et que nous, on puisse, en tout cas moi, je puisse les intégrer et m'améliorer grâce à ça. Ce qui est très important. C'est très compliqué, seul. Comment ? Avoir un effet miroir, c'est compliqué seul. Ah mais non, oui, c'est impossible. Mais normalement, tu as quelqu'un au-dessus de toi qui est aussi capable de te faire un miroir. Alors, juste un conseil que je te donne quand tu demandes à tes collaborateurs de te faire un feedback, c'est de leur dire, je te demande un feedback, je te le demande comme un service, parce que ça va être éventuellement une opportunité d'amélioration. Je te garantis que c'est pas parce que tu me dis quelque chose de vexant qu'il y aura des répercussions pour toi. Par contre, ce que je te garantis pas, c'est que je prendrai en compte ce que tu me dis, ou que je changerai par rapport à ce que tu me dis. Il faut vraiment que tu te gardes cette liberté-là, parce que c'est toi le manager. C'est-à-dire qu'il faut que, même quand ton collaborateur te dit « Ah oui, mais tu vois, j'aime pas quand tu fais ça », ou etc., tu peux dire « Oui, mais ça, tu vois, je vais continuer à le faire. Je choisis de continuer à le faire. » C'est important que tu gardes cette liberté en tant que manager, et c'est pour ça que le feedback à l'envers, à 360 degrés, c'est vraiment un outil que j'en parle jamais dans les podcasts, très peu dans les formations, parce que c'est un outil qui est délicat à manier et avec lequel il faut prendre de grandes précautions. Sinon, tu vas raconter des histoires à tes collaborateurs. C'est-à-dire que tu vas faire comme s'il n'y avait plus de lien hiérarchique. Or, ce n'est pas le cas. Tu vois ? Alors, je suis tout à fait en phase. Alors, je suis très transparent avec cet exercice-là. Déjà, quand je commence l'exercice, je leur explique effectivement ce que tu viens de dire. Il n'y aura pas de répercussion par rapport à ce qui va se dire dans cet entretien-là. La seule réponse qu'ils auront de ma part, c'est merci. Et après, ça sera à moi de décider si je mets quelque chose en place par rapport à ce qu'il vient de me dire ou pas. Voilà, c'est important. Mais ça ne veut pas dire un feedback, une action d'amélioration. Et par contre, la réponse, ça sera merci, quelle que soit ma décision de faire derrière. Oui, tout à fait. Et puis, il y a un biais. Il faut savoir qu'il y a un biais. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand tu dis ça, même si tu dis non, mais vraiment, parle-moi comme... La personne, t'es toujours son patron et c'est très bien. Et donc, elle ne te dira pas forcément réellement le fond de sa pensée. Et c'est pas grave. Ça revient un peu sur la même chose quand on dit j'ai quelque chose de confidentiel à te dire. Je leur dis tout de suite, attention, vous me parlez en tant que manager. Moi, je vais garder la confidentialité si ça ne met pas en difficulté l'entreprise. Bien sûr. Si ça met en difficulté l'entreprise ou la personne, s'il y a un risque psychologique pour la personne, je ne pourrais pas garder le niveau de confidentialité. En fait, tu ne peux pas promettre à tes collaborateurs la confidentialité et tu ne peux pas leur promettre la transparence non plus. C'est une erreur de dire je vais être transparent, je vais tout leur dire, parce que c'est faux. Et que si tu faisais ça, tu ferais un sale coup à ton entreprise, c'est-à-dire que tu révélerais absolument tout ce que tu sais et on sait très bien que c'est pas possible. Et de la même manière, tu ne peux pas leur promettre la confidentialité pour les raisons que tu viens de donner. C'est que toi, tu as une instance qui est supérieure, qui est l'entreprise, et que donc tu favoriseras toujours l'entreprise par rapport à la confidentialité que tu as demandé à un collaborateur. Et ce que je veux dire, c'est que ton collaborateur, il va te respecter pour ça. Tu sais, le patron, ou plutôt le chef qui est un peu au courant de toutes les petites histoires de tout le monde et qui en fait... C'est pas des gens qui sont respectés, c'est pas des gens qui sont, je dirais... respectés par leurs collaborateurs. Ouais. Ok, écoute, merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. Le podcast va apparaître sur le forum, donc il y aura peut-être des commentaires. Voilà, si jamais je vois que des questions te sont posées et que tu n'y réponds pas, je te ferai un petit mail pour te dire... Hey, il n'y a pas de souci, de toute façon, même si jamais dans les notes du podcast, tu veux mettre le lien vers mon profil LinkedIn, il n'y a aucun souci, tu peux le mettre. D'accord, ok. Ça marche. Contacter par LinkedIn. C'est le moyen que j'utilise le plus aujourd'hui. Facebook est réservé à la partie privée et puis LinkedIn à la partie professionnelle. D'accord, comme beaucoup de monde. Ok, écoute Didier, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup pour ton temps. Merci de la proposition d'interview, ça m'a fait plaisir. Mais c'est tout naturel, c'est toujours intéressant d'échanger. Et puis je te dis donc peut-être à bientôt sur le forum. Pour sûr, à bientôt sur le forum.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié la rencontre avec Didier. Si vous voulez continuer à échanger avec lui, mais il y a le forum, et puis je mettrai aussi en note du podcast, effectivement, le lien vers son profil LinkedIn. Et puis, je vais vous demander un truc, c'est un truc que je ne fais pas souvent, mais c'est vrai que c'est important. Si vous appréciez le podcast, si vous êtes un auditeur ou une auditrice habituelle et que ça vous plaît, que vous voulez que ça continue, il y a une petite chose à faire qui me rend un grand service, c'est d'aller sur votre appli de podcast et de nous mettre 5 étoiles. Je ne demande pas à chaque fois, mais en fait c'est important, parce que c'est ça qui va nous donner le plus de visibilité et qui va nous permettre de faire grandir encore notre communauté. Donc merci de prendre ce petit moment pour nous. Et puis, à très bientôt.